septembre, je vais recevoir cette médaille de l'Ordre national du mérite, donc issue de la promotion du 21 mai 2021, nommée par le Premier ministre. Pour moi, c'est quelque chose qui représente beaucoup d'honneur. Et je précise toujours que pour moi, ce terme n'est pas galvaudé. C'est-à-dire que, au fond de moi-même, c'est effectivement un grand honneur que la reconnaissance de la nation par rapport à ce que j'ai pu faire dans ma vie professionnelle et à côté, voilà, en précisant que personnellement, je n'avais rien demandé et que je n'imaginais pas pouvoir effectivement être promu à ce type de distinction. Donc, en même temps, ça a été effectivement à la fois un grand plaisir et aussi une grande surprise. Ce qui est mentionné donc dans le décret, c'est en tant que cofondateur et co-gérant d'une maison médicale. C'est donc la maison médicale Nicolas de Pontoux, qui est à Saint-Jean-des-Vignes, à côté de l'hôpital privé Sainte-Marie. Donc, c'est ça qui a été retenu pour pouvoir avoir cette distinction. Après, il y a l'ensemble, effectivement, du contexte, c'est-à-dire de l'exercice de ma profession de médecin et de comment je l'ai exercé et envie d'exercer. Et à côté, ce que j'ai pu faire également pour les patients, les patientes, notre profession, au sein de cette institution qui est le Conseil de l'Ordre des médecins. Dans le choix d'avoir pris cette décision de faire des études de médecine, on est effectivement, mais c'est depuis 3 générations médecins. J'avais un grand-père qui était médecin généraliste, qui a beaucoup voyagé dans le pays, mais qui a exercé à Châlons. Mon père, effectivement, était ce qu'on appelle à l'époque un pneumophysiologue. Donc c'est vrai que mon enfance, mon adolescence, j'ai baigné dans cette, on va dire, atmosphère médicale. Ça a bien évidemment, je veux dire, eu, au moins pour une part, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de faire médecine. Mais ce n'est pas la seule et unique raison. C'était également parce que c'était effectivement, je veux dire, la relation que l'on pouvait avoir avec les patients, patientes, et l'apport de ce que l'on pouvait faire pour soigner, parfois guérir, parfois ne pas guérir, mais il y avait aussi cet élément-là qui rentrait en ligne de compte dans mon choix. C'est la même spécialité, sauf qu'à l'époque où mon père exerçait, parce qu'il a donc arrêté son exercice 6 ans avant que moi-même je ne m'installe, à l'époque, la tuberculose était effectivement la pathologie principale et essentielle que les pneumologues avaient à traiter. Quand moi j'ai démarré après mon installation, la tuberculose existait toujours, mais il y avait beaucoup d'autres pathologies de l'appareil respiratoire qui venaient se greffer dessus. Et notamment les cancers, effectivement, qui étaient une des raisons, on ne va pas dire principales, mais quand même importantes de l'exercice de cette spécialité. Quand j'ai décidé de m'installer avec mon épouse Dominique, on a regardé un peu dans d'autres endroits pour s'installer. Et il se trouve que j'avais quelques camarades de promotion qui exerçaient au sein de la clinique Sainte-Marie, qui à l'époque était rue du Général Leclerc, et à ce moment-là, il n'y avait pas de pneumologue dans cet établissement, et donc ils sont venus me voir en me disant écoute, si tu veux t'installer,
on te propose de venir t'installer au sein de l'établissement. Et c'est comme ça que j'ai choisi de m'installer au sein de la clinique Sainte-Marie. Pour le problème donc évoqué de ce rapprochement entre les deux établissements privés de la ville, c'est sûr que j'ai plutôt tendance par nature à être, on va dire, entre guillemets, modeste. Mais là, je pense que je suis assez fier de ce que l'on a fait, puisque en 1986, l'activité que j'avais, puisque j'exerçais seul et que j'avais créé un service d'hospitalisation au sein de la clinique Sainte-Marie, devenait telle que ce n'était plus possible de continuer seul. Et donc s'est posé la question en 1986 de l'association. À l'époque, le classique, c'était de s'associer avec un confrère ou une consoeur de la même spécialité et de continuer dans le même établissement. Mais à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas voir avec le confrère qui exerçait à Chalon-sur-Saône, mais qui, lui, était sur la clinique de Bourgogne, pour éventuellement faire une association, en sachant que c'était effectivement, je veux dire, le choix de faire globalement un plateau technique intéressant, parce que quand on est uni, on est toujours un peu plus fort, pour les patients. Et donc, en fin de compte, on a décidé de s'associer. Autant dire qu'à l'époque, ça n'a pas été très simple, parce que les deux établissements étaient dans une concurrence acharnée, et que voir un confrère de l'autre établissement s'associer à l'autre, c'était pas forcément très bien vu, ni par les établissements, ni d'ailleurs par les confrères, ce qui était compréhensible, puisqu'à l'époque, c'était pas du tout ce qui se faisait classiquement. Et c'est effectivement, c'était être, en fin de compte, en avance sur son temps, puisqu'après, je veux dire, ce qui s'est passé a montré que les plateaux techniques des deux établissements se sont réunis dans un seul, qui est actuellement l'hôpital privé Sainte-Marie, puisque la polyclinique de Bourgogne, elle, a disparu. Je crois que l'élément qui prédomine de l'homme que j'étais et que je suis, c'est ce qui est caractérisé par l'hypersensibilité. C'est sûr que je suis un homme qui est hypersensible. Hypersensible, donc voulant dire que il y a à la fois beaucoup d'éléments positifs qui est le fait d'être très souvent tourné vers l'autre, d'avoir l'empathie qui permet, je veux dire, un échange avec les autres, les patients notamment, et qui m'a effectivement été très utile dans l'exercice de ma profession. Et puis, effectivement, d'un autre côté, l'hypersensible, il a ces éléments négatifs, entre guillemets, parce que rien ne peut être parfait, qui est, en fin de compte, de trop prendre les choses à cœur et, en fin de compte, de on va dire, c'est pas un terme forcément très, mais de se prendre, entre guillemets, des baffes et de se sentir touché au fond de soi-même par rapport à cela, en sachant que, bien évidemment, dans une vie, personne n'est toujours d'accord, loin de là, mais voilà, et défendre ce à quoi j'étais très fortement attaché n'a pas été forcément toujours très facile. C'est vrai que pendant de nombreuses années, pour moi, je veux dire, ce à quoi je voulais tendre toujours, c'était de dire, un patient vient me voir, il a une pathologie, en l'occurrence, là, on parle du cancer du poumon, il vient là pour que je le guérisse. Et malheureusement, quand on connaît le pronostic de ce cancer du poumon, c'était 80-90%, ce n'était pas le cas. Et donc, je veux dire, à la fois, j'étais extrêmement, à la fois vigilant et orienté vers le patient en me disant, je n'ai pas pu le guérir, c'est comme ça, mais il faut que je puisse
accompagner vraiment le mieux possible psychologiquement et physiquement l'évolution qui allait aboutir malheureusement à la disparition de ce patient. Et c'est vrai que j'ai eu par moments parfois des difficultés parce qu'on s'attache à la patiente ou au patient qui est en face de soi. Et donc, j'avais parfois, même pas parfois, c'est même plus souvent que parfois, des difficultés à me détacher, je veux dire, de cela. Et que c'est vrai que dans ma vie, j'ai une partie, entre guillemets, il faut relativiser les choses, mais de souffrance, qui venait du fait que j'avais du mal à ne pas pouvoir être aussi efficace que je le voulais et devoir accompagner vers la mort, quoi, globalement. Je me suis installé en 1982 et effectivement, c'était un terme, un mot, cancer, qui était difficile à prononcer face à la patiente ou au patient. J'ai toujours essayé de percevoir, en fin de compte, ce qui n'est pas forcément facile, hein, la psychologie globalement de la personne que j'avais en face de moi. On se trompe, parfois, même peut-être souvent, en se disant, voilà, il va peut-être, lui, pouvoir percevoir le terme moins difficilement qu'un autre qui me semble beaucoup plus fragile. Mais au départ, je veux dire, quand les examens étaient faits, on avançait, on parlait dans un élément, je veux dire, de possible diagnostic. Quand on parlait du possible diagnostic, on disait, c'est effectivement, il peut y avoir des cellules cancéreuses ou des cellules, et ça. Moi, très vite, je le disais, quoi, globalement. Et après, quand j'étais face à la réalité d'un diagnostic, j'expliquais effectivement à la personne avec les mots les plus adaptés, en utilisant des termes peut-être des fois un peu différents, de ne pas asséner le terme de cancer comme ça d'emblée, mais trouver les mots qui de toute façon ne cachaient pas le diagnostic. Sur le fait que, heureusement pour les patientes et patients, la médecine a fait beaucoup de progrès, et ça c'est un élément très important pour la prise en charge des pathologies et la qualité de vie des patients. Donc là, la technologie est devenue très importante, en fin de compte. Pour moi, c'est toujours ce que j'ai voulu faire, mais par rapport à la question de la société actuelle, c'est sûr que, je veux dire, on est formé maintenant, pour les jeunes en tout cas, à beaucoup, effectivement, de techniques. Le choix de faire des études de médecine est, en fin de compte, défini par des critères qui peuvent être extrêmement variés, puisque on a, je veux dire, très fortement axé le concours d'entrée sur le scientifique. On a effectivement fait disparaître le côté littéraire, puisqu'à une époque, des étudiants ayant fait des études littéraires ou philosophie pouvaient accéder à la médecine. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, ces aimants-là, c'est-à-dire la technologie, le mode de sélection, fait que on perçoit probablement moins l'aspect humain du patient. C'est pas du tout un reproche, hein. C'est une réalité qui est liée aux éléments que je viens de dire. Ceci étant dit, moi je pense effectivement que la médecine évolue et c'est parfaitement naturel, que la téléconsultation qui donc met à distance, même s'il y a un écran, le patient et le médecin, mais ça c'est pour surtout des pathologies, on va dire, relativement simples. Je veux dire, bon, ça pose pas de problème. Mais je pense que pour les pathologies lourdes, le contact direct
et le regard du médecin sur le patient qui est en face de lui. Je pense qu'il doit y avoir un petit rebond de cet aspect-là des choses. C'est bien pour ça d'ailleurs que pendant les études, il est effectivement maintenant promu des cours par rapport à l'empathie notamment. J'ai créé un comité d'éthique donc au sein de l'établissement dans lequel je travaillais, donc qui était la clinique Sainte-Marie, en grande partie dû au fait que pour pouvoir accéder aux différentes accréditations, il fallait effectivement qu'il y ait un comité d'éthique. Moi, j'ai pris ça, je veux dire, en tant que président de ce comité, avec beaucoup d'intérêt, parce que je pensais qu'on pouvait apporter, en tout cas au sein de l'établissement, parce que c'était ça le but, je veux dire, un dialogue qui était plus important entre les médecins, le paramédical, les infirmières, les aides-soignantes, et aussi sur le fait que ce comité d'éthique a beaucoup travaillé sur la fin de vie et que j'ai essayé en tout cas de pouvoir, en tout cas promouvoir en tout cas le principe de ce qu'il faudrait faire pour la fin de vie. Est-ce que je suis satisfait de cette... La réponse est oui. Oui, parce que on a ouvert effectivement des éléments de dialogue et que chacun est comme il est et qu'un confrère n'avait pas forcément des idées qui étaient, je veux dire, superposables par rapport à d'autres, dans notamment cet élément de la fin de vie. Donc la réponse était oui, oui, c'est positif. Et par rapport au temps investi dans la profession, qui effectivement était un temps extrêmement important, parce qu'il y avait le travail quotidien, il y avait des astreintes nocturnes, il y avait des astreintes de dimanche, aucune récupération. La réponse est clairement oui. Oui, c'est comme ça s'est passé comme ça. On ne vient pas en arrière, mais effectivement, oui, je peux avoir effectivement certains regrets par rapport au temps que je n'ai pas passé avec ma famille, avec Dominique, mon épouse, et avec mes enfants, que j'ai vu grandir, mais que j'ai vu grandir par petites bribes. Je pense que tout change et que les jeunes confrères veuillent avoir moins de temps professionnel et plus de temps pour familial, loisirs, etc. Ça, vraiment, c'est effectivement parfaitement compréhensible. Je pense qu'on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, on ne peut pas effectivement reprendre. Alors, bon, certains émettent des reproches en disant oui, mais vous voyez, c'est jeune, etc. Moi, je pense que les choses ont changé et que moi, personnellement, on ne refait pas l'histoire, mais que si j'avais à la refaire, j'aurais passé plus de temps dans ma famille, dans les loisirs, etc., que je ne l'ai fait. Donc moi, leur manière de vouloir voir leur exercice, moi, je le comprends parfaitement, même si on sait que ça pose bien évidemment les problèmes, parce que déjà, on sait bien qu'il y a le problème, je veux dire, du nombre de médecins sur notre territoire, qui est déjà pas bien en forme pour le moment, mais en plus, travailler moins implique effectivement moins de disponibilité, ça c'est sûr. Je suis d'une famille de 4 garçons et j'ai épousé Dominique, qui est d'une famille de 5 filles et un garçon. Donc, quand nous avons commencé à nous connaître, j'ai commencé à connaître un peu ce que c'était que le milieu féminin que je ne connaissais pas avant. Après, pour répondre à la question, c'était une époque où
il y avait, enfin en tout cas l'époque déjà et l'éducation faisait que effectivement c'était le garçon qui portait le nom et donc qui pérennisait le nom dans le temps. Donc c'est sûr qu'au début, effectivement, j'ai eu un petit peu ce regret de ne pas avoir de fils parce que j'étais dans cette manière de percevoir en fin de compte ce que je viens d'expliquer. Et puis, in fine, cet élément-là, il est passé très largement à la trappe parce que j'ai 4 adorables filles et que pour moi, c'est un bonheur, je veux dire, quotidien que d'avoir 4 filles et que le processus du nom a peu d'importance, que peut-être mes filles ont perçu à une époque la notion que je viens d'évoquer et qui, effectivement, pour celles qui sont mariées, ont pris les 2 noms. Le nom de leur mari et leur nom à elles. Le fait de pouvoir éventuellement transmettre le flambeau et d'avoir une fille médecin, oui, ça m'aurait fait plaisir. D'un autre côté, j'ai toujours pensé que la discussion que je pouvais avoir avec mes filles, enfin nos filles, parce que était le choix de ce qu'elle voulait faire. Donc, dire à un de ses enfants, de toute façon, toi, tu vas faire médecine, non, ça non. Parce que je pense que leur liberté de choix était pour moi quelque chose d'important. Et donc, on en a discuté, enfin, ma fille aînée, notre fille aînée, Marie, elle avait donc suivi le cursus d'infirmière. Notre dernière fille, Charlotte, la question, effectivement, s'était posée. On en a discuté plusieurs fois. Parce qu'elle avait potentiellement ce désir. Mais d'un autre côté, elle ne voulait pas se lancer dans des études très longues. Et donc, moi, j'ai respecté, je suis très heureux de son choix de sage-femme. C'est toujours difficile de répondre à cette question de savoir quel est le plus beau souvenir, puisque on a souvent un certain nombre de plus beaux souvenirs. En tant que médecin, mon plus beau souvenir, ça a été les 4 années d'internat que j'ai passées au centre hospitalier de Châlons après avoir passé le concours. Pourquoi ? Parce que c'était, en fin de compte, une communauté de jeunes et on était ensemble pendant 3 à 4 ans. Ça a changé maintenant. Donc on était ensemble déjà. Donc ça a créé une communauté dans laquelle on vivait. En plus, c'est vrai que c'était une époque où les internes avaient beaucoup de responsabilités. On était bien formés, bien évidemment, parce qu'effectivement, le nombre de chefs de service qui étaient à temps plein était quasi nul. Donc, cette période, pour moi, a été une période extrêmement, extrêmement riche. Sur le plan personnel, je termine là-dessus. Sur le plan personnel, mon plus beau souvenir, ça a été de connaître Dominique. Fin de compte, la rencontre d'une femme qui a beaucoup compté et compte beaucoup pour moi et que j'admire beaucoup, avec lequel j'ai vécu des moments de grande joie, des moments difficiles. On a vécu, et c'est ça qui me perturbe un peu, la perte de notre 5e petite fille, Angeline. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort en moi.
Comme toujours, il y a un apprentissage, je veux dire, à vivre une vie différente, où on ne se voyait pas beaucoup avant, et on se voit beaucoup plus maintenant. Donc c'est sûr qu'effectivement, il y a toute une période d'apprentissage qui fait que, bon, il y a des moments où peut-être ça a été un petit peu plus difficile que d'autres, mais je pense que là, maintenant, c'est abouti à, en fin de compte, un équilibre qui, moi, me va très bien. C'est un partage, déjà, parce que c'est vrai qu'avec Dominique, on partage effectivement sur ce côté humaniste beaucoup de choses. Donc, on partage beaucoup de choses, on peut échanger beaucoup de choses, moi, je peux l'aider un peu, à mon modeste niveau, dans toutes les activités qu'elle a actuellement, associatives notamment. En même temps, je veux dire, cet élément, moi je vais dire de symbiose, en fin de compte, sur ce côté humaniste, est quelque chose qui a beaucoup renforcé notre couple. Le fait je veux dire, donc, d'éviter que les déchets alimentaires soient jetés alors qu'on a un certain nombre de personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts, et notamment les plus jeunes, notamment dans cette période difficile de pandémie. C'est sûr que Dominique, avec son association, a pris cette initiative que moi j'ai trouvée très forte et très intéressante, ce qui permet en fin de compte de pouvoir, je veux dire, faire partager à des gens qui ont des difficultés sur le plan alimentaire, je veux dire, en fin de compte, des aliments, hein, parce que c'est surtout des sandwichs, des quiches, des croque-monsieur, etc. Et je trouve que ça fait partie, effectivement, de ce partage vis-à-vis des autres, de ce sens du collectif auquel moi, j'ai toujours été très attaché dans tout ce que j'ai fait, auquel Dominique est attaché. Et moi, j'aide Dominique dans ce contexte. Voilà, j'essaie de lui apporter mon aide qui va rester modeste, parce que c'est surtout elle qui est aux manettes de tout ça. Mais voilà, j'essaie d'apporter un peu mon aide. Pour moi, le fait de remettre, enfin, la personne ou la personnalité qui remet ce type de distinction, c'est essentiellement l'être humain que je regarde plus que je veux dire, les symboles de pouvoir. Et pour moi, j'ai pas longtemps hésité. Je peux même dire que j'ai pas hésité parce que j'ai expliqué ce qui était un moment fort de ma vie par rapport à Dominique. Et donc, ça représente pour moi elle qui est déjà effectivement chevalier de l'ordre du mérite. Et Dieu sait si elle l'a mérité, même si elle reste modeste, elle aussi. Mais c'est toutes ces qualités humaines, et ce sens du collectif, ce sens de l'humanisme qui font que Dominique, qui est mon épouse, me remettra cette distinction. Et pour moi, ça a effectivement beaucoup de valeur par rapport à ce que je viens d'expliquer sur ce à quoi j'étais attaché. Le fait que Dominique me remette cette distinction, cette médaille, pour moi, c'est un symbole très fort, oui, très fort. Pour moi, bien évidemment, je les regarde, ces personnalités, j'écoute, je réfléchis, je dis je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, etc. Mais en fin de compte, je veux dire, ces symboles du pouvoir aussi, parce qu'on parlait de symboles, ces symboles de pouvoir, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas plus que ça.